Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, c'est Marion Delbouis de la FM Téléthon. Je travaille au service de presse et je serai votre modérateur votre modératrice plutôt pendant cet apéro labo. Comme vous le savez sûrement, la FM Téléthon, à travers le Téléthon notamment, finance la recherche. Et c'est pourquoi nous organisons ces apéros labo pour vous présenter un peu les travaux des équipes qui sont financées notamment grâce aux dons du Téléthon. Et aujourd'hui, on va faire un focus un peu plus particulier sur les chercheurs de l'Institut de myologie. L'Institut de myologie qui est un centre d'expertise sur le muscle créé par la FM Téléthon et qui a pour objectif de diagnostiquer, soigner les patients et étudier le muscle malade et impulser les connaissances globales sur le muscle plus généralement. Donc, pour cet apéro labo, je vais donner la parole à France Pietri-Roussel et Damien Bachasson. Je vais laisser se présenter et je vous invite durant l'apéro à poser des questions dans la conversation et on aura un peu de temps. Voilà, bon apéro. Je vous laisse la parole. Ok, merci Marion, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc moi je m'appelle Damien Bachasson, je suis chercheur à l'Institut de myologie dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physiologie et d'évaluation neuromusculaire. Et puis France, avec qui je vais présenter, je vais la laisser se présenter là, une minute, voilà. Oui, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet apéro. Donc, je suis France Pietri-Roussel, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans le centre de recherche au sein de l'Institut de myologie, particulièrement sur le muscle malade. Et donc, je vais faire cette présentation avec Damien. D'accord. Donc, on va vous parler du muscle, d'abord des généralités, et puis après, quelques-uns de ses secrets, des projets de recherche sur lesquels on travaille, soit les projets de France, soit les miens. Donc, on vous a fait une présentation à quatre mains, donc on va y aller. Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre que le muscle, c'est vraiment l'organe de la vie. Il y a du muscle pour faire à peu près tout ce qu'on fait dans la vie, que ça soit bouger, respirer, regarder, parler, faire circuler son sang dans nos artères, dans notre système circulatoire, pour digérer, même pour entendre, il faut des muscles. Donc vraiment, le muscle, c'est un élément essentiel pour la vie. Et pour vous donner une idée, les muscles, dans leur globalité, ça peut représenter entre 30 et 50% du poids de votre corps. Donc c'est vraiment parmi les tissus qui existent dans votre organisme, vraiment des tissus presque majoritaires, quand c'est à 50%, de ce qui compose votre organisme. Alors, il y a trois grandes familles de cellules musculaires. Il y a le muscle squelettique, c'est les muscles qui recouvrent votre squelette, c'est les muscles qui permettent de bouger. C'est aussi ceux qui recouvrent votre thorax, ou ceux comme le diaphragme, dont on parle un petit peu après, qui vous permettent de respirer. Il y a le muscle cardiaque, où c'est des cellules qui sont un petit peu différentes. Et donc, c'est les cellules qui composent le cœur, parce que le cœur est un muscle. C'est une pompe qui, en se contractant, fait circuler le sang dans votre système circulatoire. Et puis, il y a d'autres muscles qu'on connaît un peu moins, qui sont les muscles lisses qu'on trouve beaucoup dans le système digestif, par exemple. Donc, c'est des muscles qui vont nous aider à digérer. On les retrouve aussi dans les parois des artères, par exemple. C'est ce qui fait que nos artères sont plus ou moins dures. Ça nous permet de réguler la circulation du sang. Donc, vraiment, trois grandes familles de muscles. Et nous, on travaille particulièrement avec France sur le muscle dit squelettique. Alors, les cellules du muscle cardiaque, on les appelle les cardiomyocytes. Et pour vous donner une idée là, ils ont la propriété assez géniale de se contracter, on va dire, de manière autonome. Donc, ils n'ont pas besoin d'être pilotés pour se contracter. Donc, même quand on les met en culture, là, comme vous avez ici à gauche, et puis qu'on les... Donc, déjà, à l'échelle, il y a plein de cellules cardiaques là, dans cette petite boîte-là. Puis quand on regarde carrément juste un seul cardiomyocyte avec une technique qui s'appelle la microscopie électronique, on peut même le voir se contracter. Voilà. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, là, voilà. On le voit bien, là, se contracter tout seul de manière autonome. Donc, nous, on va vous faire un petit zoom sur le muscle squelettique. Et donc, c'est France qui va prendre la main pour vous parler un petit peu de ce muscle squelettique et de ses particularités.
Oui, donc le muscle squelettique, comme vient de le dire Damien, c'est des muscles qui sont majoritaires aussi parmi les 640 muscles qui nous composent. On a 570 muscles striés squelettiques. Donc, c'est les muscles effectivement squelettiques qui sont attachés au squelette, mais pas seulement, il y a aussi le diaphragme, on va parler Damien tout à l'heure. Donc, ces muscles, ils ont la propriété d'assurer la motricité de votre corps, notamment de bouger, de courir, de toucher, de prendre, de lever le bras. Et contrairement aux muscles cardiaques, ils sont sous contrôle volontaire du système nerveux central. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la volonté d'avancer le bras, de lever la jambe. Ce sont des commandes volontaires. Et ces commandes volontaires, elles sont amenées en fait parce qu'il y a une relation, une association qui est intime et à bénéfice mutuel entre le nerf et le muscle. Donc ça, il faut vraiment garder en tête que le nerf et le muscle sont vraiment deux entités qui ont besoin l'une de l'autre. Le muscle squelettique a 5 propriétés essentielles. L'excitabilité. Alors, c'est ce que je vous disais, il va réagir à une stimulation. Et la contractilité va donc se contracter avec force en réaction à cette stimulation. Le muscle squelettique, c'est aussi la capacité de reprendre sa forme initiale après la contraction et l'étirement. Mais ce muscle aussi, il est capable de plasticité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable d'adapter sa taille et ses qualités aux stimulations extérieures. Donc, le lien très fort entre le nerf qu'on appelle motoneurone, puisque c'est un nerf un peu spécifique qui va avoir le rôle d'exciter le muscle squelettique, donc il va avoir un rôle moteur. Si Damien veut bien passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc il y a un petit film qui, je vais juste dire 2 mots avant de le lancer, en fait, qui va vous illustrer comment en fait on a cette action moteur et volontaire qui vient d'une commande du système nerveux central, du cerveau, qui va descendre, et cette commande en fait c'est une activité électrique, on appelle aussi un potentiel d'action. Donc, la commande va partir du cerveau, elle va venir au niveau de la moelle épinière et elle va descendre via ces motoneurones, se brancher sur le muscle, là. Et c'est ce qui va permettre, en fait, à cette activité électrique de parcourir tout ce chemin et de venir exciter le muscle. Dans le muscle, il va y avoir un système de protéines qui va sentir cette dépolarisation, cette activité électrique et qui va en fait déclencher la contraction musculaire. Donc, il y a un petit film qui va vous résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, que je vais commenter aussi. Donc, voilà le motoneurone. Donc, on a une activité électrique qui descend de la moelle épinière jusqu'au motoneurone et qui vient comme une prise électrique sur le muscle pour réaliser le couplage excitation-contraction. Alors, donc là, on a une fibre musculaire et on voit cette activité électrique qui parcourt la fibre, mais qui est aussi capable de rentrer à l'intérieur de la fibre pour donner le signal à toute la fibre qu'il va falloir se contracter. Et ce signal, en fait, il va être apporté à l'intérieur de la fibre, vous voyez le zoom, par 2 petites protéines qui vont permettre, en fait, de réagir à cette dépolarisation. On va les voir. Donc, on a une dépolarisation qui arrive avec le signal sur cette petite protéine violette, qui est un canal calcique, qui va venir activer la protéine que vous voyez ici en rose, et qui va donner le signal de libération d'une grande quantité de calcium qui va activer la contraction. Donc ça, c'est le couplage excitation-contraction, donc entre l'activité électrique qui est transformée en activité mécanique au niveau du muscle. Alors, je vais poser peut-être la question de comment les chercheurs de l'Institut d'immunologie étudient le muscle. Et bien, en fait, il y a plein de façons d'étudier le muscle. Alors, une des premières façons de le faire, ça va être par exemple l'examen clinique qu'on va pouvoir faire avec un médecin, par exemple. On va regarder les réflexes, on va regarder la force que les muscles peuvent produire, on va regarder s'ils sont élastiques, comme a expliqué France. Est-ce qu'on est capable, par exemple, de faire tout le mouvement ou est-ce qu'ils sont rétractés? Quand on a besoin de comprendre vraiment ce qui se passe au sein d'un muscle, on peut parfois en prélever un petit bout, ça s'appelle une biopsie. Donc ensuite, on peut regarder ça de très près avec tout un tas de techniques de coloration pour étudier
qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire au sein du muscle, hein, et puis c'est la génétique aussi de ce muscle-là. Quand on a besoin d'en savoir vraiment plus sur la force que les patients peuvent produire, on peut faire des mesures de force, on peut mettre un chiffre sur la force que quelqu'un peut produire ou sur la faiblesse qu'il a. On peut faire de l'imagerie, par exemple avec de l'IRM. Et puis, ce qu'on fait aussi à l'Institut, c'est qu'on constitue des banques de tissus, donc des banques de muscles sains, malades, âgés, pour pouvoir faire un centre de ressources biologiques pour pouvoir étudier le muscle en profondeur. Vraiment, il y a plein de façons d'étudier le muscle. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu du diaphragme. Alors, le muscle, comme l'a dit France, le diaphragme, c'est bien un muscle, hein, qui est quelque part une espèce de membrane musculaire qui sépare votre thorax de votre abdomen. Et c'est le muscle principal de l'inspiration, donc par une action de piston. Donc, quand il se contracte, il va descendre et il va aussi augmenter le périmètre du thorax. Ça va créer ce qu'on appelle une dépression, donc une pression négative dans le compartiment thoracique. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir de l'air qui va rentrer. Et quand on veut étudier de manière très précise le diaphragme, on fait des mesures de pression et on fait des mesures de pression dans le compartiment thoracique, donc au niveau du thorax, ou dans le ventre, au niveau de l'abdomen. Et pour faire ça, on met des espèces de ballonnets. Alors là, j'en ai un là, je vais vous montrer à la caméra, qu'on doit insérer par le nez et placer, ou par la bouche, et placer dans l'œsophage et dans l'estomac des patients. Et on mesure les variations de pression pendant qu'une personne ventile. Et ça nous permet de calculer la pression transdiaphragmatique. Alors, c'est une super technique, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas très confortable et ça demande aussi beaucoup d'expertise pour le faire correctement. Donc, quelque chose qui a suscité pas mal d'intérêt ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'échographie du diaphragme. Alors, l'échographie, je pense que tout le monde est un petit peu familier. Des fois, quand on a une pathologie cardiaque, on en fait pour le cœur. Quand on est, par exemple, on attend un bébé, on en fait pour voir si le bébé va bien. C'est une technique qui est assez commune. Et au fait, le diaphragme, on peut l'observer en regardant à travers les côtes ici, juste en face du foie, par cette fenêtre entre les côtes. Et donc, ça apparaît comme ça, en une espèce de structure avec deux grandes lignes blanches. Et ça, c'est le diaphragme. Et nous, ce qu'on a étudié, c'est la capacité, on va dire, de nouvelles façons, de nouveaux modes échographiques pour étudier la fonction du diaphragme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. Et d'ailleurs, quand on dit « est-ce que tu veux bien me faire les biscottos, me faire voir tes biscottos », on regarde si le muscle est bien dur. Donc, plus le muscle est dur, plus il produit de la force. Et en fait, avec une technique qui s'appelle l'élastographie par onde de cisaillement, on peut regarder à quel point les tissus ils sont durs. Alors, c'est quelque chose qui avait d'abord été étudié dans le foie, et puis nous, on l'a transféré vers le muscle, et puis on l'a transféré vers le diaphragme. Et donc, ce qu'on a montré, par exemple, dans un groupe de sujets sains, donc de personnes qui n'ont pas de problème de santé, on les a fait respirer contre une résistance. Ils devaient forcer, un petit peu comme s'ils devaient porter des haltères avec leur diaphragme. Donc, pour prendre de l'air, ils devaient forcer. Et on a montré que les variations donc, du coup, de rigidité du diaphragme, elles reflétaient très bien les variations de pression qu'on pouvait mesurer avec ces fameux ballonnets qu'on place dans l'œsophage et dans l'estomac. Alors, quand on fait ce genre de travail à l'Institut, on le fait d'abord chez les personnes qui n'ont pas de problème de santé. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on publie les résultats, la plupart du temps, dans une étude. Et puis, à la suite de ce travail-là, c'est important de mesurer la fonction du diaphragme, notamment en réanimation, parce que quand on est sous ventilation artificielle, qu'il y a une machine qui respire pour nous, le diaphragme, il devient vite paresseux. Hein. C'est un muscle qui ne s'arrête jamais de travailler, donc quand vous le mettez au repos, il s'abîme vite. Et donc, du coup, ensuite, on l'a également montré que c'était possible de le faire en réanimation. Donc, peut-être que bientôt, ça va être fini, les ballons, je ne sais pas. Donc, on continue à notre travail pour qu'un jour, on puisse faire des évaluations du diaphragme sans utiliser de ballonnets. Et une autre technique qu'on a montrée, c'est non seulement il faut utiliser des ballonnets, mais en plus, quand on veut faire des évaluations qui sont vraiment spécifiques du muscle, il ne faut pas que le patient il coopère. Il ne faut pas qu'on demande aux gens de faire des mouvements volontaires, parce que déjà, ils ne sont pas forcément capables de le faire, parce qu'ils vont être dans le coma ou ils ne vont pas être capables de le faire. Donc, on est obligé de stimuler artificiellement. Et avec une autre technique d'échographie, je vous ai fait un petit film. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé la réponse du diaphragme à une stimulation artificielle des nerfs, donc ce que vous a montré France juste avant, le fameux motoneurone. Au lieu que ce soit commandé par le cerveau, nous, on fait une stimulation et donc, du coup, ça provoque une contraction, une secousse. Et on a montré
que c'était possible aussi de filmer avec l'échographie et qu'on pouvait obtenir des informations comme ça sur la capacité du diaphragme à se contracter. Donc voilà, de petits exemples de ce qu'on peut faire et de ce qu'on étudie à l'Institut. Alors, la question suivante, c'est comment le muscle s'adapte, et c'est France qui va nous en parler. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre propriété du muscle qui est très importante, et vous l'avez déjà vu dans la vie quotidienne, c'est que le muscle est capable de s'adapter aux stimuli extérieurs. Il est capable de grossir, et il est aussi capable de diminuer. Et c'est une balance qu'on a entre le muscle qui grossit, qui est dû à une synthèse protéique, et le muscle qui maigrit, qui s'atrophie, et qui est dû à une dégradation protéique. Alors, dans la condition où il grossit, eh ben, ça peut être par exemple la musculation. On sait bien que quand on stimule beaucoup le muscle, il va grossir parce qu'il va avoir besoin d'amener plus de force. Et donc on appelle ça l'hypertrophie. Et quand on a soit une maladie neuromusculaire, soit qu'on est immobilisé de façon prolongée, on sait bien que quand on est plâtré par exemple, où le muscle ne bouge plus, le membre est immobilisé, on perd très vite de la masse musculaire et de façon très importante, uniquement parce que le muscle ne se contracte plus. Et il y a une autre condition dans laquelle le muscle va s'atrophier, c'est le vieillissement. Donc, ces conditions-là amènent à une atrophie du muscle. Donc, on voit bien en fait que le muscle soit grossit, soit diminue. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le muscle vieillit? Ah, pardon, dis-nous. Donc, quand le muscle vieillit, en fait, on n'avait pas vraiment caractérisé cette atrophie musculaire jusqu'en 2016, où en fait l'OMS a déclaré que la sarcopénie, donc la sarcopénie, ça vient du grec ancien sarkos, pénie. Donc sarkos c'est la chair, pénie c'est on diminue. Donc la sarcopénie, eh ben, ça a été déclaré comme étant une maladie. Et la définition de cette maladie, c'est une pathologie musculaire liée au vieillissement et qui se caractérise par une perte de force, de qualité et de masse musculaire qui aboutit à une diminution des performances physiques. Il y a plusieurs façons de diagnostiquer cette sarcopénie. D'abord, on a l'imagerie qui permet de voir qu'on a une diminution de la masse musculaire. On a aussi des instruments qui nous permettent, comme l'a dit tout à l'heure Damien, de mesurer la force musculaire. Et on a la performance physique qui est réalisée avec des tests de vitesse de marche. Donc, ces trois éléments permettent de diagnostiquer une sarcopénie. Donc, Damien. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait quand on vieillit? En fait, on va perdre du muscle et c'est une perte qui va aller jusqu'à 30% de la masse musculaire qu'on avait quand on avait 30 ans, quand on arrive à l'âge de 80 ans. Donc, plus on vieillit, quoi qu'il se passe, c'est un peu inéluctable, on va perdre de la masse musculaire. Donc, ça se traduit par une diminution du nombre de fibres, qu'on voit ici sur ce graphique. Donc, on voit qu'à partir de 50 ans, on commence à avoir vraiment une diminution du nombre de fibres, donc moins de fibres musculaires, donc moins de muscles. Et puis, il y a une diminution aussi de la taille de ces fibres. Donc, ici, à 23 ans, avec des grosses fibres, et puis ici, à 71 ans, avec des fibres qui viennent avec un diamètre qui est plus petit, donc qui produit d'ailleurs moins de force. Et cette diminution de force musculaire, elle s'accélère autour de 60 ans. Donc, de 0 à 20 ans, voilà, la force globalement, elle augmente quand on grandit. Et puis ensuite, elle est relativement stable entre 25 et 50 ans. Et puis, autour de 60 ans, on commence quand même à vraiment cette perte. À partir de 30 ans, on commence à perdre de la force, mais très doucement. Et puis, à partir de 60 ans, vraiment, il y a un décroché là. C'est vraiment quelque chose qui s'accélère. Ça arrive aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Il y a une des questions qu'on peut se poser, et nous, c'est une des questions qu'on a étudiées à l'Institut, c'est quoi l'effet du vieillissement sur la fatigue? Alors, on a développé un espèce de petit test, au fait, où on demande aux patients, au sujet de produire une force maximale, et puis après, on le soumet à un exercice où on fait 10 contractions à 10% de votre force maximale, puis à 20, puis à 30, puis à 40, puis vous soyez épuisé. Et puis, au fait, ce qu'on observe, et c'est des choses qu'on voit d'abord au niveau cellulaire, là, ce que je vous ai montré juste avant, c'est qu'au fait, des sujets qui sont âgés
même à des âges, donc là, nous, c'était des gens qui n'étaient pas très âgés, c'était juste des gens qui étaient dans la 5e décennie, eh ben, ils ont une fatigabilité qui est moins importante, ça veut dire qu'ils vont perdre moins de force pour un exercice qui est équivalent. Et au fait, ça s'explique simplement parce que quand on perd de ces fibres musculaires, on va perdre préférentiellement les fibres qui produisent beaucoup de force. Et au fait, il reste un muscle avec des fibres plus petites. Et puis on n'a pas eu le temps de nous en parler, mais il y a des types de fibres. Il y a des fibres qui résistent bien à la fatigue, des fibres qui résistent mal à la fatigue. Et au fait, le muscle de la personne qui vieillit, c'est un muscle qui résiste assez bien à la fatigue, donc il va moins se fatiguer. Donc, c'est un peu comme ça anti-intuitif, contre-intuitif, hein, parce qu'on pourrait dire, non seulement on perd de la force, et puis en plus on devient plus fatigable, mais au fait, quand on fait un exercice qui est déterminé selon votre force maximale, donc à 10 ou 20% de votre force maximale, quelque part, quelqu'un qui est plus âgé va être moins fatigable. Et donc, du coup, ça explique aussi que des fois, dans certaines disciplines sportives, comme les sports de fond, comme le marathon, par exemple, l'ultramarathon, c'est pas rare d'avoir des gens qui ont des super performances et qui sont déjà à des âges assez avancés. Mais néanmoins, ce que ça montre aussi, ces travaux, c'est que c'est quelque chose qui s'établit assez vite. Il ne faut pas attendre d'être très vieux pour avoir des modifications musculaires. Donc, il y a un tas de facteurs qui favorisent la perte musculaire au cours du temps. Donc, il y a évidemment le manque d'activité physique, ce qu'on appelle la sédentarité, donc l'inactivité physique. Il y a des modifications hormonales, il y a des aspects nutritionnels, donc de mal et de dénutrition. Et puis, il y a évidemment l'effet, les répercussions de pathologies chroniques sur le muscle lui-même. Et au sein de tous ces facteurs, ça peut créer un dysfonctionnement de la mitochondrie. Il peut avoir une inflammation chronique, un petit peu comme ça, tout le temps un peu continue, à bas bruit, qui ne crée pas un environnement favorable pour le muscle. Le muscle aussi, il va avoir des capacités à se régénérer qui sont moindres. Donc, comme l'expliquait France, il y aura un déséquilibre entre la synthèse de protéines, la dégradation des protéines. Donc, on va avoir du mal à régénérer du muscle, donc on va aussi en perdre. Il y a des phénomènes de dénervation. Ce que vous avez expliqué, France, c'est ce fameux câble électrique tendu entre le cerveau et le muscle. Et il y a de moins en moins de câbles et c'est de moins en moins efficace. Et puis, il y a des phénomènes aussi de baisse d'efficacité de la contraction elle-même au niveau de l'interaction entre les protéines dont vous a parlé France et puis une augmentation de la dégradation de la synthèse protéique. Voilà. Et donc, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'un mode de vie actif, ça permet quand même on va dire, de un petit peu diminuer les effets du vieillissement. Donc ici, vous avez, par exemple, ça c'est une image d'IRM d'une cuisse, et ça c'est l'avant de la cuisse, ça c'est l'arrière de la cuisse, l'os au milieu, le fémur. Donc ça c'est une personne de 24 ans. Au milieu, vous avez une personne de 66 ans qui est peu active, et à droite, vous avez une personne de 66 ans très active. Donc chez la personne qui est peu active, on voit non seulement qu'il y a moins de muscles, hein, le muscle c'est ce qui est en gris foncé, et qu'en plus, le muscle, il a du blanc un peu à l'intérieur, donc il y a un peu du gras qui s'est mis dans le muscle, donc il a une qualité aussi musculaire qui est moindre. Et donc ça nous permet de basculer sur le problème de la sarcopénie dont va nous parler France et qu'il y a tout un programme de recherche sur ce sujet. Donc la sarcopénie, comme vous l'avez vu, c'est une pathologie liée à l'âge et qui entraîne une perte d'autonomie avec une augmentation du risque de fracture, dont les chutes sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Donc la prévalence, c'est-à-dire que le pourcentage de personnes dans une population qui sont touchées par la sarcopénie, c'est aux alentours de 15% chez les hommes et de 16% chez les femmes de plus de 65 ans en Europe. Ce qui revient en fait à peu près entre 11 et 19 millions de personnes en Europe en 2016, ce sont des chiffres qui ont été calculés en 2016, avec une projection en 2045 dans les populations de pays industrialisés, de populations vieillissantes. On arrive en fait à entre 20 et 32 millions de personnes sarcopéniques en 2045, avec une augmentation de plus de 68% de ces personnes sarcopéniques, dont la prévalence est quand même très importante. Et cette maladie
en fait a un coût économique puisque on a une augmentation d'autonomie, on a de la perte d'autonomie, pardon. On a aussi un rallongement du temps d'hospitalisation des patients sarcopéniques comparé à des patients qui ne sont pas sarcopéniques. Donc tout ça, ça a un coût économique qui a été calculé à un taux de 18 milliards de dollars aux États-Unis. C'est plusieurs milliards aussi d'euros en Europe. Et en fait, il n'y a aucun traitement médicamenteux aujourd'hui qui est mis en place. Il y a seulement des recommandations, notamment sur la nutrition et sur l'exercice, comme l'a dit tout à l'heure Damien, mais qui ont peu d'effet sur le développement de la sarcopénie. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Donc, nous, on s'est intéressé en fait à la sarcopénie. Pourquoi? Parce qu'on travaille bien sûr sur les maladies neuromusculaires au sein de l'Institut de myologie, mais il y a beaucoup de choses qui sont communes entre un muscle qui vieillit, donc qui diminue, qui perd sa capacité à se contracter, qui perd ses performances, et un muscle malade. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se passait au cours de l'atrophie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez sur le schéma, en bas, il y a le muscle qui est schématisé avec le motoneurone qui vient dessus en bleu. Donc ça, c'est un muscle qui est bien contracté. Mais lorsqu'on a une altération de la contraction, pour plein de raisons différentes que j'ai énumérées tout à l'heure, on a le muscle qui diminue et donc on a une atrophie musculaire. Ce qui a été montré en 2013 par une équipe franco-italienne, c'est qu'en fait, le muscle ne finit pas par disparaître. Parce qu'on pourrait penser, il diminue, à un moment donné, il va disparaître. En fait, non. Comme l'a dit Damien tout à l'heure, on est quand même composé de 30 à 50% de muscles au niveau de notre masse corporelle. Donc, l'organisme, quand même, a un moyen protecteur contre la perte totale de sa masse musculaire. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, la réponse compensatoire à l'atrophie. C'est-à-dire que quand le muscle commence à s'atrophier, il y a une réponse qui va venir se mettre pour limiter cette atrophie et pour lutter contre cette diminution pour pas que le muscle finisse par disparaître. Et cette réponse compensatoire à l'atrophie, il y a un acteur majeur de cette réponse qui a été identifié et qui s'appelle le GDF5. Le GDF5, c'est une protéine circulante dans l'organisme et qui va répondre à l'atrophie, qui va être exprimée et qui va provoquer la synthèse protéique dans le muscle pour pouvoir lutter contre cette diminution de masse et de qualité. Mais on ne savait pas en fait vraiment comment ça fonctionnait, quel était le lien vraiment entre une anomalie de la contraction et l'expression de cette protéine GDF5. Donc nous, c'est ce qu'on a étudié. Quel était vraiment le signal qui faisait qu'on avait une activation de cette protéine GDF5. Alors, pour étudier tout ce mécanisme, on a un modèle de souris qui sont des souris qu'on fait vieillir tout simplement. Et chez ces souris, on a commencé à regarder au cours de l'âge à quel moment on avait une atrophie musculaire, à quel moment on avait une diminution de la force, à quel moment on avait une altération de la prise électrique, donc de la jonction neuromusculaire, qui arrivait jusqu'à une dénervation. Donc tout ça, on est arrivé à voir au niveau de l'âge de la souris, pour nous permettre d'avoir un modèle de vieillissement, quelles étaient les différentes étapes qui étaient au cours de l'âge remarquables chez la souris. Une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, bon, on va aller regarder dans une souris jeune dont on va induire une atrophie musculaire, on va aller regarder en fait l'atrophie, qu'est-ce que ça génère. Et là, on a bien retrouvé que le GDF5 était acteur principal de la réponse compensatoire, mais on a trouvé que le GDF5 était activé par une nouvelle protéine qui a un nom un petit peu compliqué, CAF-bêta-1E, qui est une protéine qui normalement est très faiblement exprimée dans le muscle adulte. C'est une protéine qu'on retrouve à l'état embryonnaire. Et quand dans le muscle adulte, on a cette dénervation, cette atrophie, tout d'un coup, cette protéine qui normalement est présente au niveau embryonnaire est réactivée et va venir, elle, activer le GDF5. Donc on avait réussi à comprendre le mécanisme, donc on est allé voir dans les souris qui vieillissaient comment était cette protéine CAF-bêta-1E si importante pour activer le GDF5. Et là, on s'est aperçu que cette voie CAF-bêta-1E GDF5 était très peu efficace. Donc la réponse compensatoire à la perte de masse, elle était plus du tout efficace.
Donc, pour vraiment prouver que c'était cette voie-là qui était très impliquée dans la réponse compensatoire, on est venu donner aux souris âgées soit la protéine 4-bêta-1-E, soit le GDF5. Et là, on a pu voir qu'on avait une préservation de la masse et de la force chez ces souris âgées, qui en fait, cette sarcopénie chez la souris était préservée. On n'avait plus de diminution de masse et de force. Donc on s'est dit, peut-être que ça peut être un outil chez l'homme. Donc on est allé regarder chez l'homme parce qu'on avait un modèle de souris. Et là, effectivement, on a pu voir pour la première fois, c'est une vraie découverte, que cette protéine 4-bêta-1-E existait chez l'homme, on ne l'avait jamais vue, et qu'en plus, elle était diminuée au cours de l'âge, ce qu'on avait vu chez la souris, et que moins on avait de masse musculaire, et plus l'expression était faible. Donc on avait vraiment une corrélation entre l'expression de 4-bêta-1-E au cours de l'âge et aussi avec la masse musculaire. Donc ça a été une publication qui nous a permis d'asseoir cette découverte. Et on s'est dit, donc, on a peut-être potentiellement un traitement contre la sarcopénie. Cette protéine GDF5, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est physiologiquement activée dans l'organisme au cours d'une perte, d'une atrophie musculaire, en fait, c'est une protéine circulante qu'on arrive à générer sous forme de protéines recombinantes. Un peu comme l'insuline recombinante, quand on est diabétique, on prend de l'insuline qu'on arrive à fabriquer dans les laboratoires pour compenser la perte de l'insuline, le manque d'insuline chez les diabétiques. Là, le GDF5, on est aussi capable de la produire dans un laboratoire et on s'est dit, on va la donner à des souris âgées et on va essayer de voir est-ce qu'on a un traitement contre la sarcopénie. Eh bien oui, ces souris âgées, quand elles étaient traitées avec cette protéine recombinante, on avait une prise de masse et on avait une amélioration de la force. Donc aujourd'hui, on a fait la preuve de principe que c'était possible d'avoir un traitement, développer un traitement à base de GDF5 contre la sarcopénie. Donc on est en cours de développement. Vous pouvez voir sur la flèche qui va de la découverte jusqu'au développement clinique. Et le but aujourd'hui de l'équipe de recherche, c'est vraiment de développer ce produit en l'optimisant pour amener une solution thérapeutique à la sarcopénie. Donc là, c'était juste une petite blague du chat qui disait que c'était bien de vieillir, mais c'est bien aussi de bien vieillir. Le traitement qui utilise la protéine recombinante GDF5, qu'on a vu dans une situation de sarcopénie liée à l'âge, il y a aussi des sarcopénies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, diminution de la fonction de la masse qui est due à une fracture, par exemple une immobilisation, qui peut être une immobilisation du membre, mais qui est une immobilisation en cas de coma dans les services de réanimation. On est vraiment très longtemps, de longues semaines, sans bouger, sans contraction musculaire, et on a aussi une atrophie musculaire. Donc ça pourrait être aussi potentiellement une indication. La vie sédentaire, la malnutrition, les conditions inflammatoires aussi. Et on a aussi un projet qui est avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, pour en fait regarder ce que pourrait faire le GDF5 dans des conditions d'atrophie lorsque les astronautes sont soumis à une microgravité. Donc ils n'ont plus la gravité et il y a une atrophie massive de muscles des astronautes qui partent dans l'espace, donc qui pose vraiment un problème. Le traitement GDF5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la sarcopénie, c'est une maladie qui est très commune, comme vous l'avez vu, mais qui a des mécanismes qui peuvent être comparables aux mécanismes qu'on retrouve dans les pathologies neuromusculaires. Et on essaye de voir aujourd'hui, est-ce que la protéine recombinante GDF5 en termes de traitement pourrait être indiquée dans les cas de myopathie de Duchenne, qui est une myopathie, mais aussi dans des cas où on a des atteintes des motoneurones, comme par exemple dans la SLA, ou dans la SMA, dans des maladies du vieillissement, mais aussi dans des amaigrissements très prononcés de cancers qu'on appelle la cachexia. Donc là, il y a une liste de plein de maladies neuromusculaires aussi, où en fait, on pourrait avoir une indication pour le traitement avec le GDF5. Alors, vous remercie de votre attention. Merci. Et puis, on va vous donner la parole. Merci à tous les deux.
Alors, place aux questions. Je t'entends bien, vous... Marion. Ah, vous Il y a un m'entendez? micro ouvert quelque part, peut-être. Non, c'est mieux comme ça. Merci. Voilà. Alors, pour les questions, je vais vous laisser lever la main. Donc, pour lever la main, vous avez en haut à droite de votre écran, normalement, une petite main levée à côté des autres emojis. Et à ce moment-là, je pourrais vous donner la parole car je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Alors, on a une première question. Donc, de Florence. Les séquelles musculaires de la radiothérapie peuvent-elles être des situations de sarcopénie? Alors, en fait, la définition de la sarcopénie, aujourd'hui, c'est une pathologie qui est liée à l'âge, mais qui a quand même comme caractéristique une perte de force, de qualité et de masse musculaire. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle la sarcopénie secondaire, en fait, qui est plutôt une diminution de sarcopénie qui est secondaire à un premier effet, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un amaigrissement très important au cours de la cachexie, par exemple. Et donc ça, ce sont des indications qui peuvent être, des indications pour le développement de traitement avec le GDF5. Donc, dans la radiothérapie, effectivement, il y a des atteintes musculaires et une diminution de la qualité et de la force du muscle. Donc, pourquoi pas? Et pour compléter, ça a été montré que voilà, garder un capital musculaire le plus grand possible, c'est un facteur de bon pronostic Oui. pour ces patients-là. Donc, ça montre clairement aussi les effets un peu généraux du muscle sur l'organisme et les bénéfices que ça peut apporter de garder une masse musculaire qui soit la plus grande possible. Clairement, oui. Merci à tous les deux. J'espère qu'on a répondu à votre question, Florence. Ensuite, on a une seconde question de Vincent. Vous avez mentionné 5 propriétés des muscles, a priori 4 listées et décrites. Merci de confirmer. A priori, je t'entends pas bien, Marion. A priori, 4 listées et décrites. Ah, bon. Donc, il en manquerait une cinquième. Mais peut-être que je vais les énumérer de nouveau. Alors, il y a l'excitabilité, la contractilité, l'élasticité et la plasticité. Et la plasticité. Donc, en fait, oui, il n'y en a que 4. Voilà. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Il est attentif. C'est bien. Une autre question de Vincent. Une personne sédentaire senior, donc en situation de sarcopénie, peut-elle retrouver un niveau musculaire raisonnable par la reprise d'activité physique et sportive, ou est-ce juste un moyen de ne pas sombrer plus? Alors, ce qui est montré quand même, c'est que quand on part, c'est ce qu'a montré Damien tout à l'heure, une personne de 66 ans qui est sédentaire ne part pas avec la même masse musculaire qu'une personne de 66 ans active. Donc, quand il y a une sarcopénie qui vient s'installer, l'impact de la diminution de cette force, de cette qualité et de la masse va être plus importante chez une personne qui a été sédentaire toute sa vie et qui a une masse musculaire qui est moins importante. Ce qui a été montré aussi, c'est que quand on rentre en sarcopénie, aujourd'hui, le fait de faire plus d'activités est discuté en termes de limitation de ce phénomène. Et il y a des personnes qui vont faire de l'exercice et qui ne vont pas vraiment répondre. Et il y a des personnes qui vont faire de l'exercice et qui vont limiter la sarcopénie. Donc on ne comprend pas bien encore pourquoi. Il y a des personnes qui répondent à l'exercice pour lutter contre la sarcopénie et d'autres qui vont faire le même exercice et qui malheureusement vont continuer à rentrer dans un processus de sarcopénie. Donc, ouais, alors comme dit France, il y a des bons et des mauvais répondeurs, mais il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas dans les effets de l'exercice. Et le message, de toute façon, à donner à toutes les personnes vieillissantes, c'est qu'il n'est jamais trop tard et que plus on part de bas, plus on va progresser. Et que ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Donc, en gros, plus vous êtes atteint, alors les progrès sont relatifs, ça veut dire que ça ne va pas forcément vous ramener à vos 20 ans, mais par contre, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour augmenter l'activité physique, de toute façon, ça va être bénéfique
sur le muscle, avec un degré plus ou moins important, comme l'a dit France, qu'il y a des plus ou moins bons répondeurs. Mais de toute façon, dans l'activité physique, il y a les effets extramusculaires, il n'y a pas que ce qu'on voit sur le muscle, et que de toute façon, ça va quand même être associé, tout ce qu'on peut faire comme activité physique, avoir un régime aussi adapté, hein, ça passe aussi par ça. Quand on vieillit, il faut avoir un apport protéique qui est plus important, hein, mais que non, vraiment, ça va avoir des effets qui vont être potentiellement bénéfiques. Donc, il ne faut pas se dire, oh là là, je suis trop loin, c'est trop tard, je ne peux rien faire. Non, 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 surtout pas. Il n'est jamais trop tard et il faut y aller. Parce que dans les secrets du muscle aussi, ce qui a quand même été montré aussi, c'est que la masse musculaire est importante, le muscle est important dans la réponse immunitaire. Donc ça, on sait aussi qu'il y a des liens entre la masse musculaire et la réponse immunitaire. Et il y a une deuxième étude qui a été réalisée dans une population de personnes seniors, a montré que l'exercice physique améliorait leur état cognitif, c'est-à-dire que la mémoire et aussi la coordination étaient améliorées chez des personnes qui faisaient de l'activité physique par rapport à des personnes qui étaient sédentaires. Donc, pour être beaucoup plus général, il y a vraiment un bénéfice, effectivement, comme disait Damien, encore plus général à l'activité physique et au maintien de la masse musculaire, mais c'est un intérêt général pour tout l'organisme. Merci à tous les deux. Une question d'Isabelle. Je suis atteinte de FSH. Dans combien de temps vos travaux, France, seront possibles en traitement potentiellement, donc tout ce qui est en rapport aux GDR5? Oui, alors le FSH, c'est une pathologie qui est aussi une indication potentielle pour le GDF5. Alors nous, on a basé aujourd'hui, en termes de développement, l'essai clinique en 2026. Donc voilà, c'est chez les personnes âgées, du coup, France, hein, pas spécifiquement dans la FSH pour l'instant. Non, mais voilà, donc après, effectivement, ce n'est pas la même indication. Merci. Mais c'est la première étape importante. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait une main levée, Isabelle, là, non? Il me semble que c'était la question par rapport à GDR5. En tout cas, Valérie tient à signaler que vos travaux sont très intéressants à tous les deux. Merci. Et je vous remercie. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre participation à tous. Merci France et Damien pour... Isabelle nous pose une seconde question. Alors, j'ai le début, mais pas la fin. Vous voulez peut-être la poser en débloquant votre micro, Isabelle? Oui, alors ma question, c'est sur une personne senior atteinte de FSH, quelles conséquences avec la sarcopénie en fait? Parce que je pense que ça doit démultiplier l'impact des deux. Alors, il y a très très peu de choses qui sont étudiées chez les conséquences de l'âge chez une personne atteinte de FSH. Moi, je n'ai pas vu d'études qui permettaient de répondre. Donc, du coup, j'ai envie de dire que le muscle est dans un état particulier parce qu'il est malade. Voilà, maintenant, c'est très, très difficile de répondre à votre question. Ça a vraiment besoin d'avoir des études et des publications avec des groupes de travail, enfin des chercheurs qui travaillent dessus. Moi, j'ai rien vu sur un état sarcopénique chez des patients atteints de FSH. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à votre question. C'est une très bonne question par ailleurs. Merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Damien. Si peut-être, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, les altérations qu'on observe, les modifications du muscle qu'on observe dans la sarcopénie, elles ne sont pas tellement spécifiques. Ça veut dire que vous allez avoir des choses similaires quand vous avez le pied dans le plâtre, voilà, et que vous avez 20 ans. Donc, vous allez avoir une perte de muscle, une perte de qualité musculaire. Bon, dans la FSH,
on a cette perte les atteintes, elles sont plus spécifiques, c'est-à-dire c'est ce qu'on observe dans le muscle au niveau de ce qui se passe au niveau des cellules, c'est assez spécifique, mais néanmoins, les signes qu'on retrouve, c'est globalement les mêmes. C'est moins de muscle avec une moins bonne qualité. Donc, quelque part, la définition de la sarcopénie chez une personne qui est atteinte d'une FSH, elle est moins pertinente dans le sens où on a déjà les signes, un des principaux signes, comme l'a dit France dans la définition, c'était la perte de masse musculaire. Bon, bah déjà, quand on a une FSH, on a déjà ce signe-là. Donc, quelque part, on est un peu sarcopénique avant l'heure. Mais ça ne veut pas dire que le muscle d'un patient qui a une FSH ne vieillit pas aussi et qu'il n'y a pas des effets qui se surajoutent. Et comme dit France, ça n'a jamais vraiment fait l'objet. D'ailleurs, c'est très compliqué à étudier parce que vu que c'est des pathologies qui sont évolutives dans le temps, bah, la pathologie évalue au même temps qu'on vieillit et c'est difficile de savoir ce qui est lié au vieillissement et ce qui est lié à la maladie. Donc, voilà, donc c'est aussi pour ça que ça n'a pas fait, en tout cas nous, en tout cas ça ne fait pas tilt tout de suite avec une étude qui aurait investigué ça de manière spécifique. Merci à tous les deux. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Isabelle. Oui, Olivier, ça sera possible de revoir la vidéo en replay sur le YouTube AFM Téléthon qu'on va vous mettre tout de suite en lien dans la conversation. Donc, je pense d'ici quelques jours. Nous avons une autre question. Est-ce que ça s'applique aussi sur le muscle cardiaque? Qu'est-ce qui s'applique? Je suppose que vous parlez de la sarcopénie. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Damien. J'ai des choses, mais vas-y. Effectivement, le muscle cardiaque vieillit aussi. On n'a pas la même définition de la sarcopénie, puisque le muscle cardiaque, comme l'a dit Damien tout à l'heure, c'est un muscle qui est autonome, donc qui n'a pas besoin en fait d'une stimulation pour pouvoir se contracter. Heureusement, on ne réfléchit pas à contracter son cœur, c'est une contraction autonome. Néanmoins, il y a un vieillissement au niveau cardiaque, et notamment en fait, dans la majorité des cas, le cœur grossit, donc on a une hypertrophie cardiaque, et il fonctionne un petit peu moins bien. Donc, mais on ne peut pas appliquer la définition de sarcopénie au cœur, puisqu'on n'est pas dans le même type en fait, de muscles. Complètement. Et merci pour la réponse. Et vous remercie également. Un bravo et un merci d'Alain. Et une nouvelle question de Vincent. Donc, autre que le cœur, quels sont les muscles non squelettiques? Alors, les muscles lisses. Les muscles lisses, ce sont des muscles qui, en fait, tapissent la paroi des artères, qui tapissent la paroi de l'intestin, par exemple. L'intestin, ça se contracte, hein, mais les parois, en fait, sont tapissées de ce muscle lisse. Donc, alors, je ne sais pas quelle était la question par rapport à ça. Est-ce que c'était lié à la sarcopénie ou pas? Non, je ne crois pas que c'était générique. Je pense général sur. Donc, il y a des muscles lisses, même des muscles lisses, même. Pardon. Pardon. Il y a des muscles lisses, par exemple, même dans les poils. Par exemple, dans la racine des poils, il y a un muscle qui s'appelle le muscle érecteur du poil. C'est celui qui est responsable du frisson et du redressement des poils. Donc, des muscles lisses. On en trouve dans beaucoup d'endroits différents. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, est-ce que c'est effectivement, il y a eu un complément de la question qui disait est-ce que du coup, il est sujet à la même pathologie de sarcopénie que le muscle squelettique? Et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on n'en sait rien du tout. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, de toute façon, qu'au cours du vieillissement, il y a quand même une altération de la connexion. Le muscle lisse, il va aussi se contracter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous une influence avec un potentiel d'action, une activité électrique. Donc, cette connexion, cette prise électrique, de toute façon, on sait qu'au cours du vieillissement, elle est moins fonctionnelle, elle est moins efficace. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi potentiellement une altération due au vieillissement. Maintenant, il y a vraiment très peu de choses qui sont faites sur le muscle lisse.
et ça ne rentre absolument pas dans le diagnostic de la sarcopénie, qui vraiment est un diagnostic qui fait appel aux muscles squelettiques qui sont impactés dans la fonction vraiment motrice. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes ces questions? C'est parfait et très clair, apparemment. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Eh bien, à ce moment-là, on va terminer cet apéro labo. Pas d'autres questions? Je laisse juste une minute. Ah oui. En tout cas, vous avez des commentaires, bravo et merci. Donc, je suppose que c'est très clair pour tout le monde et que vous avez répondu à bien des interrogations. Donc, je vous remercie à tous les deux pour vos présentations et à tous pour avoir participé à cet apéro labo sur les étonnants secrets des muscles. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur l'Institut de myologie, on va vous mettre le site de l'Institut dans la conversation et également plus d'infos sur les travaux des autres équipes soutenues par l'AFM. On va vous mettre également un lien vers le site de l'AFM Téléthon. Peut-être que vous êtes bénévole, donateur. À ce moment-là, on se retrouvera les 3 et 4 décembre pour le Téléthon et j'espère pour de nouvelles victoires et continuer à faire avancer la recherche. Donc, pour toutes les actualités concernant le Téléthon de l'année, on va également vous mettre en lien un lien vers le site du Téléthon 2021. Comme ça, vous saurez tout surtout sur l'événement. Et eh bien, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci encore pour votre écoute et pour vos questions très intéressantes. Et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.